Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre troisième numéro de votre émission multisport préférée, si je peux me permettre, le dernier carré. Aujourd'hui autour de la table, vos trois chroniqueurs fétiches, mais bye bye Hugo, remplacé par Clémence Maureen, fan de tennis, de rugby, de football. Elle va vous surprendre par ses analyses toujours plus fines et construites. Et enfin, bonjour Loïc, bonjour Valentin et bonjour Alex, bienvenue dans ce troisième numéro. Comme d'habitude, même chronique autour de la table, 60 secondes chrono, causerie, mais cette fois sport différent. On commencera avec les 60 secondes chrono et avec la Ligue des Champions qui recommence dès le 18 février. Vous, chroniqueurs autour de la table, nous parlerez de la rencontre que vous attendez le plus pour ces huitièmes de finale. Et enfin, dans la causerie, pour terminer l'émission, on parlera tennis et on débriefera tous ensemble l'Open d'Australie, tout simplement. Vous allez parler de vos déceptions, de vos surprises, de tout ce que vous avez justement ressenti par rapport à ce tournoi du Grand Chelem. Je vous vois hocher de la tête sonnalement. On peut être que d'accord avec vous. Merci. Mais tout d'abord, j'aimerais dans la VAR, cette VAR un petit peu spéciale cette semaine, qu'on rende un dernier hommage à Kobe Bryant. De 41 ans, né à Philadelphie et vainqueur de 5 titres NBA, s'est éteint, comme vous le savez tous, dans un crash d'hélicoptère à Los Angeles le 26 janvier dernier, avec 7 autres passagers et sa fille Gianna, justement. C'était une icône du basket, connue par le monde entier, reconnue par tous les fans de sport, et pas seulement de la balle orange. Dans le débat pour le meilleur joueur de basket, jamais connu, on parle de Michael Jordan, de LeBron James, mais aussi justement de Kobe Bryant. En bref, Kobe est une légende et vous avez chacun parlé d'un des aspects qui vous a le plus marqué de sa personnalité. Et on commence avec vous, Valentin, vous voulez parler de sa loyauté envers sa franchise. Effectivement, un des adjectifs qui le qualifie le mieux, c'est la loyauté. C'est 20 saisons en NBA, 20 saisons avec les Lakers, de son premier match en novembre 96 à 18 ans, à son dernier à 37 ans en 2016. L'emblématique numéro 24 a toujours porté cette tunique jaune et violette. Un premier match face à Minnesota où il a joué 6 petites minutes sans marquer le moindre point. C'est 2 jours plus tard face aux Knicks qu'il inscrira ses premiers points, les premiers d'une très très longue série, car il en inscrira 33 643, dont 60 pour son dernier match face à Utah, son record sur sa dernière saison. Avec les Lakers, c'est 5 titres NBA en 2000, 2001, 2002, 2009 et 2010. C'est 18 fois All-Star Game, dont ses 17 dernières saisons. Et c'est surtout le deuxième meilleur marqueur de l'histoire sur un match, avec 81 points face aux Raptors de Toronto. Et lors de son dernier match, lors de ses adieux au Staples Center, il avait déclaré merci pour votre soutien, pour tout ce que vous m'avez apporté. J'ai du mal à croire que c'est fini, je vous aime et je vous aimerai pour toujours. Voilà, donc un sportif loyal envers sa franchise, comme on en voit très peu dans l'ère aujourd'hui du sport business. Mais Kobe était aussi et surtout un compétiteur hors norme, avec la Mamba Mentality, Alex. Voilà, quand on parle de Kobe Bryant, on pense direct à la Mamba Mentality. C'est quoi la Mamba Mentality? En fait, c'est une philosophie de vie, tout simplement. C'est être le meilleur chaque jour dans tout ce que l'on fait et surtout aimer ce que l'on fait. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est pour Kobe Bryant, cette Mamba Mentality? C'est par exemple le genre de joueur à l'entraînement qui se levait à 4h30, allait s'entraîner de 5h30 à 8h30, en plus des entraînements prévus et programmés. Il partait pas du parquet sans avoir inscrit 400 paniers, c'est-à-dire pas 400 points, 400 paniers sans que le filet n'ait pas tremblé 400 fois. Il était aussi un des rares qui a été adoubé par son idole, Michael Jordan. Il a révélé que c'était le seul qui s'entraînait autant que lui. Et pour finir, une petite anecdote qui m'a plu sur Kobe Bryant, c'était un homme qui vraiment voulait exceller dans tous les domaines parce qu'il appelait même des businessmen pour savoir comment ils arrivaient à gérer tous les aspects de leur vie, être le meilleur dans tout ce qu'ils entreprenaient, pardon. Donc voilà, je pense que cette Mamba Mentality, il a réussi à nous la transmettre à tout le monde, à beaucoup de joueurs, que ce soit dans tous les sports, dans tous les domaines, et c'est ça, pour moi, qui est important avec Kobe Bryant. Donc voilà, on a dit loyal, on a dit compétiteur, perfectionniste, mais c'est aussi un joueur très inspirant pour une génération complète de joueurs aujourd'hui en NBA, mais même aussi pour ses semblables qui ont joué avec lui ou contre lui. Oui Arthur, la mort de Kobe Bryant a évidemment dévasté toute la NBA. Les premiers à avoir été vraiment touchés, en plus, c'est ses anciens coéquipiers. Je veux notamment parler de Shaquille O'Neal. Voilà, il n'a pas pu contenir ses larmes sur le plateau de TNT Live. Il a aussi déclaré avoir perdu un petit frère, donc ce qui est vraiment très touchant. Un autre qui a déclaré la même chose, c'est Michael Jordan, donc la plus grande star de l'histoire de la
NBA. Et puis donc, effectivement, à 41 ans, il avait réussi à se bâtir une carrière qui tout simplement faisait qu'il était respecté par ses confrères. Mais évidemment, il a aussi été une source d'inspiration pour la New Gen. Jason Tatum en est un très bon exemple. C'est clairement le fils spirituel de Kobe Bryant dans le jeu. Kyrie Irving également était très proche de Kobe, il s'appelait régulièrement. Donc voilà, c'est un joueur qui a été, comme je l'ai dit, très inspirant pour la New Gen et il a su être très respecté par ses confrères. Donc on pourra en citer d'autres, hein, Luka Doncic, Trae Young, Kuzma ou encore plein d'autres. Ja Morant aussi a été par exemple très très inspiré par Kobe Bryant. Voilà, donc respecté par les joueurs qui ont joué avec lui et même idolâtré par les générations d'après. C'était un coach mental, un coach technique, mais avant tout Kobe Bryant était aussi un homme comme tout le monde, et c'était un père de famille et un mari aimant, Clémence. Oui, exactement, c'était un monument du basketball, mais c'était aussi quelqu'un qui était très aimant et très dévoué. Dès la fin de sa carrière professionnelle, il s'est vraiment dédié à sa famille, donc il avait 4 filles, Natalia, Gianna, Bianca et Capri, et c'était vraiment ces petites princesses, comme il l'a régulièrement dit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il les qualifiait toujours de ses bébés, de ses princesses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il volait souvent en hélicoptère, parce qu'il ne voulait pas perdre de temps dans les bouchons autour de Los Angeles pour pouvoir plus profiter de sa famille. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était toujours là pour elle, peu importe qu'elle partageait sa passion pour le basket comme Gianna. Il avait un lien spécial avec chacune de ses filles. Évidemment, avec Gianna, il a créé quelque chose de très fort, puisqu'il l'a toujours emmenée à ses entraînements, il lui a transmis l'amour du travail, l'amour du basket. Il l'emmenait des fois à des matchs où on le voyait, il débriefait avec elle des actions, de la tactique que les joueurs proposaient sur le parquet, et il l'a toujours poussée à suivre ses rêves. Elle voulait donc entrer dans l'université du Connecticut, qui est la meilleure pour le basket. Elle voulait ensuite aller à la WNBA, et il a toujours été là pour la guider vers ses rêves. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec Vanessa, sa femme, ils avaient décidé de ne jamais prendre l'hélicoptère ensemble au cas où une catastrophe arriverait, ce qui est malheureusement est arrivé donc il y a une semaine, et c'est pour ça que la moitié de la famille est encore en vie aujourd'hui. C'est sûrement ce qui a sauvé sa femme et ses 3 autres filles. Ah, donc une personnalité très inspirante, une mort qui a touché énormément de gens, parce que c'est tout simplement une légende qui nous a quittés. Si vous voulez en savoir plus sur la vie, la carrière de Kobe Bryant, je vous invite à regarder l'émission d'Alex Pitavino, Final Four, sur les ondes de DJ, tous les vendredis à 18h. Je vous propose maintenant de quitter les parquets pour nous diriger sur les pelouses. Dans les 60 secondes chrono, on va parler Ligue des Champions. La tension est un petit peu retombée autour de la table, et on va maintenant parler de la coupe aux grandes oreilles, donc comme je vous l'ai dit, avec de très belles affiches pour la reprise justement de cette coupe. Et pour ces 8e de finale, on commence avec vous, Clémence. Vous avez choisi de parler de Paris, qui va recevoir Dortmund. Oui, donc on va parler d'un club français donc pour ce premier match, donc Borussia Dortmund, qui se déroulera le 18 février prochain au Signal Iduna Park donc de Dortmund. Donc c'est une affiche qui est alléchante pour Paris. Donc ça fait 3 saisons qu'ils sont éliminés de suite en 8e de finale. Après le Barça, après le Real et après Manchester United, c'est donc Dortmund qui va se dresser sur le chemin du Paris Saint-Germain. Alors le Paris Saint-Germain a fait des phases de poule assez satisfaisantes quand même, 5 victoires et 1 nul, donc 16 points au total. Borussia seulement 10 points avec 3 victoires, 2 défaites et 1 nul. On peut dire que le Paris Saint-Germain part favori. Ils ont fait donc des bonnes phases de poule, sachant que aussi l'équipe de Lucien Favre, donc le Dortmund, va jouer sans son capitaine Marco Reus, qui a déclaré forfait à la suite d'une blessure musculaire. Donc ils vont encore plus se reposer sur leur nouvelle pépite d'attaque, donc Erling Haaland, qui a marqué 8 buts en 4 matchs depuis son arrivée donc cet hiver en provenance de Salzbourg. Ça va vraiment être leur élément déclencheur, je pense, pour ce match face à Paris. Par contre, côté parisien, on va peut-être avoir des problèmes au niveau de la défense, puisque pour l'instant ils sont privés de Marquinhos ou encore de Juan Bernat et de leur capitaine Thiago Silva. Ils vont donc avoir fort à faire pour arrêter les attaques de Dortmund. Ça va quand même être un match qui a moi j'ai des grandes attentes pour ce match, et c'est le retour aussi à la maison pour Thomas Tuchel, puisqu'il a été entraîneur de Dortmund, et j'espère la fin de la malédiction pour les Parisiens. Donc justement un match qui va se jouer au Parc des Princes pour la première rencontre, avec une défense totalement décimée. Messieurs, autour de la table, est-ce qu'on y croit à Paris pour cette allée de 8e de finale déjà? Si je peux me permettre, c'est le retour au Parc des Princes, je crois. C'est compliqué de pronostiquer le Paris Saint-Germain, parce que l'année passée on pensait qu'après leur victoire 2-0 à Old Trafford, c'était plié. Non, on y croit à chaque fois. Et à chaque fois, il y a cette catastrophe qui arrive pour le match retour. Chaque année on se dit que c'est la bonne, et chaque année on est déçu. Donc
c'est très difficile de se prononcer sur le PSG. De toute manière, le Paris Saint-Germain a un gros challenge à relever avec Dortmund. Mine de rien, ils vont devoir contenir leurs attaques. On a aussi Jadon Sancho du côté de Dortmund qui est un très danger sous-coté, je trouve. permanent, très C'est une sous-coté. belle affiche, Dortmund. On a tendance un petit peu à les sous-estimer, mais Je ça va être trouve une vraie aussi rencontre. qu'au moment du tirage, il y a eu beaucoup de commentaires un peu négatifs envers Dortmund. Parce qu'au moment du Parce tirage, que- Dortmund n'était pas au top de sa forme en Aussi, championnat c'est vrai, avant aussi, l'arrivée C'est vrai, d'Haaland. il y a une dynamique qui s'installe. Mais aujourd'hui, Dortmund est quand même dans un état d'esprit différent, à un niveau de jeu bien supérieur à ce qu'il était en tout cas quand il y a eu le tirage au sort. Et puis il y a aussi le facteur risque, comme elle l'a dit Clémence, qui est Haaland, évidemment, qui peut faire très mal. Moi, tout simplement, on peut pas encore vivre une énième désillusion du Paris Saint-Germain cette année en huitième de finale ou même en quart de finale. Impossible, Il n'est est pas temps. parisien. Oui, c'est ça, mais je pense qu'au bout d'un moment, il est temps. Je pense qu'on a tendance à l'oublier avec l'arrivée d'Haaland, mais à l'époque où la première partie de saison de Dortmund n'est pas très belle, on parlait même que Lucien Favre allait peut-être être viré au milieu de la saison. Donc je pense qu'il faut arrêter. Je pense que justement notre attitude, l'attitude française autour de Paris est en mode on va Paris va encore une nouvelle fois échouer. Et je pense que cette année c'est peut-être pas la bonne, mais cette année en tout cas ils passeront Dortmund en huitième de finale de Ligue des Champions. Attention quand même, Dortmund c'est 5 buts par match en ce moment. Ouais, d'accord. Voilà, juste pour, Malgré les préciser 5 quand buts par match, pour Alex, c'est le PSG qui gagnera Dortmund. Je me tourne vers vous, Valentin. Vous aimez bien le Portugal, vous aimez bien Mourinho. Et c'est donc pour ça que c'est Tottenham et Leipzig qui vous intéresse. C'est ça, en tant que fan inconditionnel de Mourinho, cette affiche est assez excitante, pardonnez-moi l'expression. Mais ça fait plaisir de revoir le Portugal à la tête d'une équipe compétitive en Ligue des Champions. C'était pas forcément le cas avec Manchester United. On sait que c'est une compétition qu'il adore. Il a gagné 2 fois avec Porto et l'Inter. Au-delà de ça, même si Tottenham a vécu un début de saison compliqué, ça reste le finaliste de l'année passée. Ils sont sur une dynamique assez positive. Malgré leur défaite face à Liverpool, ils avaient réalisé un bon match. Ils viennent de battre Manchester City 2-0. Sans Harry Kane, on rappelle, qui est blessé encore un bon moment. Ils ont le retour de Lloris, qui est vraiment primordial pour les Spurs. Ils reviennent bien dans la course à la Ligue des Champions. Ils vont donc arriver dans une dynamique positive pour arriver face à Leipzig. Leipzig qui fait une très très bonne saison. Ils sont à 1 point du Bayern. Ils n'avaient même pas perdu face aux Bavarois. Ils ont surtout des jeunes pousses. Un petit peu comme Monaco ou l'Ajax. Ils exploseront forcément sur la scène européenne. Pourquoi pas cette année, mais ça peut être aussi l'occasion de voir des jeunes joueurs français comme Upamecano, Konaté ou Nkunku sur la scène européenne. Donc branchez-vous sur Tottenham Leipzig, c'est une affiche qui est très alléchante. Ouais, voilà, donc Tottenham dans une dynamique positive face à un Leipzig, donc un club qui se développe sans cesse. Est-ce que Tottenham peut se faire peur? Oui, moi je pense que Tottenham peut se faire peur. Et d'ailleurs, je dirais même que s'il doit y avoir une surprise Ce sera Leipzig. dans ces huitièmes de finale, ce sera Leipzig. Ouais. Catégorique, Loïc. Bah, c'est ça, surtout qu'on le sait, pour Tottenham, il y a beaucoup qui est misé sur cette Ligue des Champions parce que le parcours en première ligne n'est pas fameux et surtout que Leipzig n'a rien à perdre. C'est un peu comme l'a très bien dit Valentin, l'Ajax de l'année dernière. Du coup, dès qu'on est en huitième de finale de Ligue des Champions, donc on est dans les 16 meilleures équipes d'Europe. Attention, il faut jamais sous-estimer une équipe, mais je pense qu'au final, Tottenham devrait également passer, même si ça risque d'être de très beaux matchs. Un avis pour vous, Clémence? Oui, Tottenham, finaliste de l'année dernière, quand même, ne doit pas sous-estimer Leipzig, même si je crois qu'ils traversent un peu une passe difficile, puisqu'ils ont 2 défaites et 1 nul en 3 matchs. Donc peut-être que ça va jouer pour ce huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais sans Harry Kane, Tottenham va peut-être point noir, être affaibli quand même en attaque. Donc à voir et faire attention pour les Spurs à Leipzig. Après, Donc attention, petite menace pour Tottenham. juste pour revenir sur Kane, ils ont recruté Bergwijn, le joueur du PSV, qui a marqué dès son premier match Exactement. ce week-end face à On peut pas City. comparer Kane Merci de la précision. et un attaquant du PSV. Oui, bien sûr, mais bon, je comprends ce que veut Alex, dire Valentin. Il a marqué quand même. Non, On va mais dire qu'il on parle rentre bien dans son d'un équipe. top Alex, je vous 5 sens meilleurs bavard. Je attaquants. vous sens bavard. Je vais vous donner la parole. non, mais- Et vous allez parler de votre affiche parce que vous avez des C'est choses ça. à dire. Vous voulez parler de l'Atlético qui va recevoir Liverpool. C'est ça, je pense que juste quand vous avez annoncé l'affiche, ça suffit pour faire saliver les spectateurs. Mais en plus de ça, c'est un peu le choc des extrêmes. Pour moi, rien que dans la philosophie de jeu, dans le style de jeu, on le sait, l'Atlético, c'est la défense. Rien que pour prouver ça. L'Atlético, c'est que 8 buts en phase de poule de Ligue des Champions. Et Liverpool, c'est l'attaque. On connaît le trio magique. C'est 13 buts en phase de poule de Ligue des Champions. En plus de ça, les dynamiques sont aussi différentes. Liverpool, je pense qu'on le sait également. Cette année, ils ont perdu que 2 fois cette saison. Contre Naples en Ligue des Champions et face à Aston Villa quand ils avaient envoyé les U23 quand ils étaient à la coupe au Qatar pour la coupe du monde des clubs. Donc je pense que vraiment c'est ça qui m'interpelle et surtout que pour les deux clubs, la Ligue des Champions est très important. On le sait, l'Atlético de Madrid, c'est 2 finales sur les 6 dernières années.
qu'ils ont malheureusement perdu face à leur concurrent, le Real de Madrid. Et on sait que pour Liverpool, moi je les voyais, vu que ils sont favoris, c'est les derniers gagnants, mais vu qu'ils voulaient gagner le championnat, je les voyais être un peu en retrait dans cette Ligue des Champions. Mais ils ont tellement d'avance en championnat, 22 points sur Manchester City, que je me dis qu'ils pourraient même faire tourner en championnat et être très très performants en Ligue des Champions. Donc cette affiche devait être fabuleuse à regarder. D'accord, donc messieurs, je vous propose, enfin messieurs, mesdames, madame, on a perdu un petit peu de temps sur les 2 premiers matchs. On va juste faire un petit tour de table pour savoir voilà le pronostic pour vous. Liverpool, Atlético, Valentin. On a tendance à dire Liverpool forcément, mais il faut toujours se méfier de l'Atlético qui avait réussi l'année dernière presque à renverser la Juventus qui avait au match retour fait une remontada. Simplement. Si Van Dijk est là, si le trio d'attaque est là, je vois pas de raison vraiment apparente pour que Liverpool ne passe pas. Et Clémence. Quand on voit la saison, Liverpool pour moi, pour l'instant. Jusque-là, on est tous d'accord pour dire Liverpool favori. Bon Loïc, il fallait bien parler de cette affiche, on termine par vous, mais comment ne pas parler de Real contre Manchester City? Exactement Arthur, j'ai été très surpris quand on s'est tous concertés avant l'émission et que personne n'a choisi City Real. On l'a laissé. C'est gentil en tout cas, mais en tout cas pour moi c'est vraiment l'affiche la plus alléchante. On a 2 équipes qui nous ont un peu déçus cette saison. City n'a pas été capable de rivaliser avec Liverpool pour le titre et le Real a fait un début de saison catastrophique avec un Karim Benzema qui portait tout seul l'attaque, il la porte toujours tout seul. Mais voilà, le gros point fort en tout cas du Real de Madrid, c'est sa défense. C'est que 13 buts encaissés en Liga cette saison. Il y a une charnière centrale qui est vraiment très efficace depuis plusieurs années, mais voilà, qui s'est vraiment retrouvée cette année. Il y a Ferland Mendy aussi qui s'impose sur le côté gauche à la place de Marcelo. Et puis ce trio au milieu, Casemiro, Kroos, Modric, qui a fait tellement mal aux équipes ces dernières années, qui était un peu moins bien mais qui revient. Et puis il y a surtout Federico Valverde, la pépite, voilà, certainement la révélation de cette année avec Haaland, qui est vraiment très très fort. Donc il y a une solidité défensive au Real de Madrid qui est très intéressante. Et à côté de ça, c'est Manchester City, on les connaît, c'est 65 buts en première ligue, c'est énorme, c'est la meilleure attaque, avec des De Bruyne, Agüero, Mahrez, Sterling, je vais pas tous les citer tellement ils sont nombreux, mais voilà, on a vraiment une opposition de style, en tout cas, avec une équipe qui, en tout cas, offensivement a du mal, qui est le Real de Madrid, mais qui défensivement est beaucoup plus fort, et de l'autre côté, City, qui est une machine à marquer des buts, une opposition de style donc, et une opposition de statut. City, c'est 0 finale de Ligue des Champions, le Real, ils en ont gagné 13. Voilà, donc ça promet un match plein de folie et d'électricité en tout cas. Donc une très très belle affiche. Merci pour ce mot de la fin, Loïc. On a parlé de ce qui est à venir, on va parler maintenant de ce qui est passé, de ce qui s'est passé en Australie pour le tournoi du Grand Chelem. Et sur les cours de tennis de Melbourne aussi, il y avait des belles affiches, comme en Ligue des Champions, avec donc qui ont justement ravi certains, les victoires qui ont ravi certains, et fait le malheur d'autres. Voilà, je me tourne vers vous, Valentin, vous expliquerez pourquoi. Et chez les hommes, c'est Novak Djokovic qui a remporté son 8e titre en Australie et son 17e Grand Chelem de sa carrière, tout simplement. Je voulais qu'on pose plusieurs questions pour aborder ce débat. Ambiance PMU, on peut se parler, si on n'est pas d'accord, on a le droit de se rentrer dedans. Messieurs, est-ce que pour vous, Djoko a gagné ce Grand Chelem, cet Open, parce que c'est un des meilleurs Djoko, un des meilleurs niveaux qu'on ait jamais vu, ou est-ce que c'est tout simplement ses adversaires qui n'ont pas su élever leur propre niveau de jeu? Valentin, vous avez l'air de vouloir parler pour l'instant. Non, c'est certainement pas le meilleur Djokovic de l'histoire. Déjà, le Djokovic de l'année passée à l'Open d'Australie était beaucoup plus impressionnant. Wimbledon aussi. Après son année 2010 ou 2011, je sais plus exactement laquelle c'est, il gagne 3 Grands Chelems, il est impressionnant. Après, le niveau en face n'a pas été exceptionnel. Il est arrivé face à un Federer qui sortait de 2 matchs en 3-7. Il a évité Rafael Nadal. Après, c'est vrai que Thiem a crânement joué sa chance. Il a poussé au 5e set. Mais pour répondre à votre question, non, c'est pas le meilleur Djokovic de l'histoire. Oui, je suis d'accord avec Valentin Dupont, mais évidemment, on ne peut pas dire autre chose. Ce n'est pas le meilleur Djokovic de l'histoire. Après, il a gagné, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? Il a fait un bon petit coup de je suis blessé en finale. Exactement. Bon, il a gagné faut quand même le dire, c'est 3-7 concédés sur tout l'Open. Voilà, exactement. Et puis, cette finale, elle est incroyable. Comment il fait pour renverser le match face à Thiem, qui est jeune, qui est frais, il est virevoltant sur le terrain. Et puis, d'un coup, Djokovic simule un peu sa petite blessure. Et puis, il l'enchaîne, quoi, tout simplement. C'est pas le meilleur Djokovic, mais en tout cas, mentalement, oui, c'est un des meilleurs Djokovic. On finira le tour de table par vous, Alex, parce que vous voulez parler de Thiem. Justement, c'est votre déception. Mais avant, Clémence, un avis sur Djoko. Après, la finale, je suis un peu d'accord avec Loïc, mais je pense aussi que Thiem a malheureusement laissé passer sa chance parce que Novak Djokovic était vraiment mal en point au niveau du 3e et 4e set. Et on voit Thiem qui le laisse breaker
breaké. Et là, j'étais très déçue de Thiem parce qu'il aurait pu pousser encore plus. Et je pense que s'il n'avait pas lâché ce break, Novak Djokovic ne revenait jamais dans ce match au 5e set. Et on sait que Djokovic est quelqu'un de très fort mentalement. Et quand il arrive à renverser la situation pour son avantage, c'est presque impossible de le refaire dans l'autre sens. Donc une fois qu'il avait breaké et gagné le 4e set, pour moi, c'était presque déjà acquis à sa cause. Et on l'a vu dans le 5e set, il a breaké, il a rien lâché jusqu'à gagner son 17e Grand Chelem. Après, tennistiquement, c'est pas le meilleur Djokovic qu'on ait vu. Il y a eu bien meilleur, comme l'a dit Valentin, l'année dernière et puis en 2010 et 2011. Après, est-ce que Thiem n'était pas aussi un petit peu émoussé de sa demi-finale face à Sûrement. Justement, Zverev fatigue. et son quart de finale aussi face à Nadal Il fallait qu'il en parle. il fallait qu'il en parle. Nadal. il a bataillé jusqu'au bout face à Nadal. Il s'est arraché dans un 4e set parce que Nadal, on sait que c'est un joueur qui lâche jamais rien. Et il a su, face à Nadal notamment, batailler parce que quand Nadal break, c'est extrêmement compliqué de débreaker derrière et Thiem l'a fait. Et peut-être que toutes ces batailles en quart et en demi a joué sur sa finale. Ça fait 17 fois Nadal en 2 phrases. On sent Ah, l'amour inconditionnel j'arrive pas à m'en porté empêcher, pour Rafa. Plus fort que Non moi. mais voilà, moi je voulais parler un peu du parcours de Thiem. Bon, Valentin l'a un peu spoilé, mais c'est pas grave. Mais Thiem, dès les 8e de finale, il sort le 10e, Gaël Monfils. Il sort ensuite en quart le numéro 1 mondial, enfin l'ex numéro 1 mondial, Rafael Nadal. Il va sortir ensuite Zverev, le 7e mondial. Pour lui, qui est 5e mondial, c'est des grosses performances. Et je pense qu'il était un peu émoussé en arrivant en finale, surtout quand on affronte le meilleur de l'Open d'Australie. Je pense qu'il a juste, Djokovic a juste changé de vitesse tout simplement et arrivé, même si c'est défait de Thiem en 5-7, il a changé de vitesse et a réussi à se défaire assez facilement de Thiem finalement. C'est le régime sans gluten, ça. Oui, et puis on le sait. En plus, Thiem, sa surface de prédilection, c'est la terre battue. Ça. Donc faire des performances comme ça, C'est sur beau, dur, déjà. c'est très très beau. Et C'était pas celui qui était le plus attendu, je pense, en finale Et face à Djokovic. Je sais pas si vous savez. pour revenir très rapidement sur Thiem, il fait une très grosse fin de saison. Il fait un gros début de saison parce qu'il bat Federer et Djokovic au Masters et il arrive là jusqu'en finale à l'Open d'Australie. Est-ce que c'est de bon augure pour lui, par exemple pour Roland Garros? On La verra. next gen, tout simplement. À la next gen, elle a 26 ans quand même. Ouais, hein, c'est plus trop la next gen. Du coup, C'est bien une question qui se pose aujourd'hui justement dans le tennis. C'est est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop, gentil avec cette next gen qui au final n'arrive pas à détrôner le. Pour parler de next gen, on peut parler du grand Tsitsipas. On peut faire un petit clin d'œil à l'émission précédente où Valentin et Alex s'étaient joués de super pronostics. Malheureusement, Tsitsipas avait été éliminé juste après. Mais bon, c'est quand même lui, par exemple, la grosse déception de ce tournoi. Tsitsipas, on l'attendait vraiment loin dans ce tournoi, tout comme Medvedev. D'ailleurs, cette fois-ci, c'est moi qui l'avais pronostiqué, mais c'est des joueurs qui nous ont beaucoup déçus pour un début de saison et malheureusement, on ne sait pas si au cours de la saison, ils vont réussir à sortir des performances de finale de Grand Chelem. Pour revenir moi un peu sur la next gen, je pense qu'on est un peu trop dur avec elle parce qu'en 2019, c'était la première fois qu'il y avait 2 joueurs de moins de 23 ans qui étaient dans le top 10 mondial. C'est autant que les 8 dernières années, donc de 2010 à 2018. Je pense qu'il faut un peu de temps, même si c'est vrai, 26 ans ça commence à faire beaucoup. Mais je pense la 2019 a été une belle année pour la next gen, même s'il y a toujours pas eu de Grand Chelem, mais ça paraît très compliqué, surtout avec un peu la course au Grand Chelem qui se profile entre le Big Three. Mais je trouve que la next gen, les matchs de team commencent à s'affirmer et que de toute façon c'est eux les prochains. Mais c'est impossible à rivaliser face au Big Three quand ils sont même à 35 ans, on le voit. Hein. Notre avis sur les jeunes joueurs ou... On est un peu, pardon Valentin, Oui, on est un vas-y. peu dur avec la next gen parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'ils sont opposés à les 3 peut-être plus Des joueurs grands joueurs de exceptionnels. l'histoire, Roger Federer, Novak Ouais. Djokovic, Rafael Nadal. C'est 40 grands chelems à eux 3 à peu près. Donc c'est vrai que c'est quand même très difficile de faire sa place, même si le Big Three commence à vieillir de plus en plus. C'est quand même des joueurs qui ont énormément d'expérience et je pense que ça a aussi beaucoup coûté à Dominic Thiem en finale, qui en a peut-être souffert un petit peu dans les moments cruciaux face à Novak Djokovic, pardon. Mais voilà, ils sont en train de s'affirmer. On l'a vu avec la victoire de Tsitsipas au Masters, qui a été très décevant sur l'Open d'Australie. Peut-être qu'il fera mieux à Roland Garros, je l'espère, parce que c'est dommage quand même de faire une telle performance au Masters pour se faire éliminer au 2e tour face à Tennis Sandgren. Valentin, vous avez Après, parlé. c'est peut-être celui qu'on attendait le moins de la next gen, Zverev, qui a fait la meilleure performance parce que il avait jamais dépassé les 8e à l'Open d'Australie et il arrive en demi-finale. Il avait même jamais disputé une seule demi-finale de Grand Chelem, donc c'est peut-être lui qui fait le meilleur début de saison, forcément. Après, que ce soit Zverev, Medvedev ou Tsitsipas, aucun de ces 3-là n'a été éliminé par le Big Three. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils sont là, ils sont vraiment trop forts pour être battus.
Moi, je suis déçu. Je pense que je suis pas le seul quand même, parce qu'on attendait je rejoins beaucoup de votre ces avis, joueurs-là. Ils n'ont pas été éliminés par le Big Free, quoi. Donc c'est la conclusion qu'on peut en tirer, en tout cas, C'est sur ce qu'on a tournoi. énormément d'attentes pour ces joueurs qu'on attend de voir justement à l'œuvre et peut-être, enfin un jour, enfin pas peut-être, ils le feront, mais remporter un grand chelem Ouais. d'ici peu. Bah écoutez, merci beaucoup messieurs pour ce débrief plutôt complet de ce qui s'est passé chez les hommes en tout cas à l'Open d'Australie. C'était donc le 3e numéro du dernier carré qui touche à sa fin évidemment. Si cet épisode-là vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux, qu'ils soient par message ou par ce que vous voulez. Merci beaucoup messieurs, merci beaucoup Clémence et à bientôt pour le 4e numéro.